Bonjour, je suis Mary Teuw-Niane, je suis dans Politics, une émission de The Africa News. Mary Teuw-Niane, bonjour. Bonjour. Que pensez-vous de la situation politique du Sénégal? C'est une situation qui rend triste toutes les Sénégalaises et tous les Sénégalais, puisque en 2012, lorsque les Sénégalais élisaient le président Macky Sall, ils avaient l'intime conviction que la question d'un troisième mandat était derrière nous. Lorsque, en 2019, le président Macky Sall lui-même demandait aux Sénégalais un second mandat, il leur affirmait que c'était son dernier et second mandat dans son livre de promotion de sa candidature, dans les interviews à la télé nationale, mais qu'aujourd'hui, à moins de 9 mois des élections présidentielles, que la question de sa candidature soit encore en suspens, que le président Macky Sall continue la chasse aux sorcières, que le président Macky Sall annonce un énième dialogue politique. Nous savons tous que les dialogues précédents n'ont donné aucun résultat de renforcement de la démocratie sénégalaise tel que l'avaient laissé le président Abdoulaye Wade et le président Abdou Diouf. Je pense que, comme tous les Sénégalais, nous sommes inquiets et c'est pourquoi nous avons déclaré notre candidature et c'est pourquoi nous avons créé avec des amis le mouvement pour la transformation nationale MTN Motna, pour que la carte d'électeur qui a fait partir le président Diouf, qui a fait partir le président Abdoulaye Wade, fasse partir Macky Sall et son régime. Vous parlez de chasse aux sorcières. Que pensez-vous du dossier du leader du PASTEF, Ousmane Sonko? C'est un dossier qui vient après les dossiers de Karim Wade, de Khalifa Sall et peut-être demain de d'autres, puisque cette machine que le président Macky Sall a mise en place, cette machine des régimes dictatoriaux d'Afrique centrale, qui est la répression des leaders politiques, qui est la promotion de la médiocrité au niveau du leadership national, qui est aussi le fait de cacher, le fait de ne pas réprimer la corruption, particulièrement lorsque les institutions de l'État annoncent dans des rapports comme les rapports de la Cour des comptes, comme les rapports de l'OFNAC, ou comme les rapports de l'IGE, l'inspection générale d'État, qu'il y a des suspicions de corruption, que rien ne se passe lorsque ce sont des hommes et des femmes de son camp. C'est vrai, dans cette situation, il est important de se lever et de se battre. Et c'est ce que nous faisons avec les forces vives de la nation F24 qui ont décidé
de se battre contre le troisième mandat, pour la libération des détenus politiques, que ce soit d'ailleurs politiques ou de la presse, et qu'on ait des élections transparentes, libres, dans lesquelles ce sont les Sénégalaises et les Sénégalais qui décident de qui sera leur président, et que ce n'est pas le président Macky Sall qui décide de qui peut être candidat. Il n'y a pas que des politiciens, mais des activistes ou journalistes sont arrêtés et emprisonnés. C'est un ensemble aujourd'hui. Vous savez, la répression mise en place touche les leaders politiques, touche les militantes et les militants politiques, touche les activistes, touche aussi les journalistes. Il y a beaucoup de journalistes de renom qui ont été emprisonnés ou qui sont emprisonnés pour des faits d'opinion. Et cela ne peut être accepté. Notre pays devrait dépasser cela. Le Sénégal, que ce soit le Sénégal du président Abdou Diouf, que ce soit le Sénégal du président Abdoulaye Wade, nous avions tourné ces pages. Imaginez aujourd'hui combien il est difficile d'organiser une manifestation publique. Et c'est évidemment cela aussi qui encourage aux destructions qui sont inacceptables. Et je pense que le président Macky Sall devrait se dire, il a vendu à la jeunesse sénégalaise que c'était le président né après les indépendances. Mais nous comprenons et nous voyons très bien que le fait de dire « je suis jeune » ne donne aucune garantie d'avoir un président qui ne va pas aller dans le sens de l'autoritarisme, ou un président qui va respecter la démocratie, ou un président qui va respecter sa parole. La question est une question de conviction démocratique, de patriotisme et aussi de compétence à diriger le pays. Vous étiez dans le gouvernement de Macky Sall. Quel rapport avez-vous avec le président sénégalais? Je pense que le président Macky Sall a fait appel à moi le 29 octobre 2012 pour diriger l'enseignement supérieur, la recherche, département auquel a été adjoint en 2017 l'innovation. Et parce que nous étions dans une période de crise de l'enseignement supérieur, dans une période, je dirais même, d'effondrement de l'enseignement supérieur, et nous avons mené les grandes réformes de l'enseignement supérieur. Nous avons organisé la concertation nationale pour l'avenir de l'enseignement supérieur, présidée par le professeur Souleymane Bachir Diagne. À l'issue de ces concertations, nous avons organisé le premier conseil présidentiel dédié à l'enseignement supérieur et la recherche depuis les indépendances et qui a établi une feuille de route de 11 décisions, 68 directives pour les années 2013-2022. Et nous nous sommes évertués en mettant en place toute une équipe de cadres, de techniciens, de professeurs d'université, d'administrateurs civils à dérouler ce programme avec des structures de suivi-évaluation. Et nous faisions le suivi-évaluation régulièrement tous les 6 mois. Et cela a permis, en avril 2019, lorsque j'ai quitté le gouvernement, de présenter un rapport détaillé d'activité 2012-2019 de l'état de la mise en œuvre de ces réformes, aussi bien au président de la République qu'au gouvernement du Sénégal. Et c'est un rapport qui a d'ailleurs été rendu public. Et je pense que c'est une première dans l'histoire politique du Sénégal qu'un ministre, depuis 1960, qui quitte le gouvernement, présente un rapport d'activité. Pourquoi êtes-vous parti? J'étais ensuite nommé président du conseil d'administration de Petrosen. J'ai quitté le 25 juillet 2022, après avoir démissionné
parce que j'ai mesuré qu'un certain nombre de questions, je n'étais plus sur la même ligne que le président de la République. La question des valeurs, vous l'avez vu, nous en avons déjà parlé, de tout ce qui est de la gestion de l'État, de l'alignement des compétences par rapport au profil, de la promotion de la connaissance, de la science et de la technologie, et les questions liées à la stabilité et à la paix au niveau du pays. Je pense que ce sont trois questions, trois principes cruciaux pour le développement de notre pays. Lorsque nous ne sommes plus alignés avec celui qui dirige le pays, je pense qu'il est important de rendre le tablier et de tracer sa propre voie, son propre chemin et d'appeler les Sénégalais à nous suivre sur cette nouvelle voie. La question du troisième mandat fait débat. Le président Macky Sall n'a pas encore donné ni son oui ni son non. Mais ses partisans ont déjà annoncé la couleur. Quelle lecture faites-vous de cet état de fait? Nous disons simplement, c'est un principe fondamental, éthique et moral en Afrique sahélienne que de tenir sa parole. Et on l'attend en premier de ceux qui dirigent. Et Macky Sall, le président Macky Sall, est originaire d'une ethnie qui sont les Peuls. Chez les Peuls, il y a ce qu'on appelle les 7 Haramidji, qui sont les 7 principes sacro-saints de l'être humain Peul. Et parmi ces 7 principes, il y a le respect de la parole donnée. Le fait qu'on ne reniera jamais sa parole. Les Wolofs ont la même chose. Les Sérères ont la même chose. Les Mandeng ont la même chose. Pour ne citer que ces quelques ethnies. C'est pourquoi nous considérons que cette question, au-delà des problèmes juridiques et constitutionnels, est d'abord une question africaine, sénégalaise, et une question d'éthique et de morale individuelle du président de la République. Il est très important que le président lui-même puisse dire en face aux Sénégalaises et aux Sénégalais la bataille que j'avais menée en 2011 contre le président Abdoulaye Wade. Les serments que j'ai tenus pour la constitution sénégalaise, le discours du 31 décembre 2018 et la conférence avec les journalistes à la télévision nationale, la conclusion du livre que j'ai écrit pour promouvoir ma candidature, tout cela n'était pas un mensonge fabriqué et préparé. Mais tout cela, je l'ai dit et je le respecte. C'est ça qui fera, qui restera dans l'histoire. Et nous voulons, moi en tout cas je souhaite, parce que je l'ai souhaité au président Abdoulaye Wade en janvier 2009, lorsque je lui écrivais, étant recteur de l'université Gaston Berger de Saint-Louis, en lui disant il doit prendre l'histoire par la main et dire aux Sénégalaises et aux Sénégalais qu'il ne se présentera pas aux élections présidentielles. Ici aussi, c'est la même chose que nous répéterons au président Macky Sall. Nous insistons et nous espérons qu'il va le faire. Car ne pas le faire, c'est décevoir le peuple. Et demain, c'est décevoir aussi le monde entier. Que pensez-vous du parrainage? Que pensez-vous du parrainage? Vous savez, mettre un système de parrainage dans le principe peut ne pas être un problème.
Mais l'expérience sénégalaise a montré que le dispositif de parrainage mis en place a surtout été un dispositif de sélection des candidats. Or, en démocratie, il ne revient pas au parti au pouvoir de sélectionner ses challengers. C'est au peuple sénégalais de décider qui sera élu. Et je pense, et nous c'est notre intime conviction dans le mouvement pour la transformation nationale, c'est la carte d'électeur qui est quelque chose de précieux qui doit être le seul moyen de dire c'est celui-ci ou celle-là qui peut être président de la République. C'est vrai, la CEDEAO a dit que le système de parrainage doit être, je dirais, arrêté. D'ailleurs, même le rapport sur les dernières élections présidentielles de l'Union européenne a proposé d'arrêter le système de parrainage. Si, à travers ce dialogue, ils arrêtent le système de parrainage, ce sera à la fois une bonne chose, mais en même temps, dites-vous bien, ça peut être aussi le moyen que le président Macky Sall utilisera pour qu'il puisse déposer le plus tard possible sa candidature. Car si les parrainages existent, au plus tard en juillet, il devra déclarer sa candidature s'il y va. Par contre, si on enlève les parrainages et que ce ne soit plus que la caution qui est là, il peut attendre jusqu'au jour prévu pour déposer sa candidature. Marie Toniane, vous êtes candidat à l'élection présidentielle de 2024. Oui, je l'ai déclaré le 20 mars dernier et je travaille pour cela. C'est en partie d'ailleurs dans cette mission en France, je m'occupe à promouvoir ma candidature au niveau de la diaspora et en même temps au niveau des médias présents ici, dans la capitale française. Pourquoi c'est important pour vous d'être candidat à cette élection cruciale pour le Sénégal? Les électeurs vont élire leur 4e président. Oui, parce que d'abord, je pense, je suis un homme respectueux des valeurs. Je suis un homme de science, donc un homme de promotion de la connaissance. Et enfin, je suis un homme de paix. Et je pense que notre Sénégal d'aujourd'hui, dans cette période tumultueuse, dangereuse, dans cette période où beaucoup de morts, beaucoup de blessés, beaucoup de destruction, dans ce Sénégal où les hommes et les femmes se posent la question, pour qui voter, à qui confier le destin du pays, pour cette transition qui doit renforcer fondamentalement la démocratie, assurer la séparation du pouvoir et amener le bien-être au niveau des populations. Je pense que je suis sans doute l'homme qu'il faut et l'homme qui a les compétences qu'il faut, l'homme qui a l'expérience qu'il faut pour mener le Sénégal sur cette voie. Quel est votre programme? Mon programme se résume en un mot: apporter le bien-être aux populations sénégalaises. En faisant quoi? 4 choses. 1. Assurer les accès universels. Les choses sans lesquelles aucun pays ne peut se développer. 2. Assurer l'alimentation des Sénégalais. 3. Assurer l'emploi et l'industrialisation. Et 4. Créer un cadre de vie décent, valorisant pour les populations sénégalaises, qu'elles soient dans les villes ou dans les campagnes. Les accès universels,
c'est promouvoir l'éducation pour tous et promouvoir surtout l'éducation pour un métier, la formation professionnelle. C'est faire en sorte qu'il n'y ait plus de personnes qui ne sachent plus lire et écrire dans notre pays. C'est développer l'accès à l'eau, l'accès à l'électricité, qu'on ait partout l'Internet, que la santé soit une santé pour tous, qu'on soigne d'abord avant de demander de l'argent, qu'on puisse soigner dans toutes les capitales régionales une maladie comme le cancer, comme l'hypertension artérielle, comme le diabète, comme l'insuffisance rénale. Que dans les villes, on puisse accéder au logement. Que la modernisation des campagnes, des villages se fasse. Il faut que nos villages aient le minimum qui puisse permettre de vivre décemment et de retenir les populations. Vous savez, il faut que les Sénégalais se nourrissent. Aujourd'hui, beaucoup de Sénégalais ne mangent pas à leur faim. Un repas par jour. Il faut amener l'eau 12 mois sur 12 pour que les paysans puissent cultiver. Et pour cela, il faut une grande politique nationale de construction de forages et des canaux. Ce que l'Europe a fait au Moyen-Âge. Il faut les bonnes semences, il faut l'engrais, ce soit disponible. Nous avons 3 millions de vaches. Il faut assurer l'insémination artificielle de toutes ces vaches. Cela va permettre de développer une industrie agroalimentaire, de retenir les jeunes dans les campagnes. Quand on y ajoute la valorisation de l'aquaculture, nous allons avoir des campagnes où on a envie de vivre. C'est développer l'industrie à partir du gaz et du pétrole, une deuxième raffinerie, développer la pétrochimie pour qu'on ait des engrais, qu'on ait des plastiques qui puissent permettre de développer la tuyauterie et développer l'irrigation au niveau de l'agriculture. C'est développer les serres et développer les bassins aquacoles. C'est, vous le savez, tirer le gaz de Kayar, l'amener à la Falémé, où il y a le gisement de fer, développer la sidérurgie et ainsi faire de l'acier, faire le chemin de fer, faire la construction des bus, des tracteurs, des motoculteurs, faire du Sénégal un pays industriel avec un écosystème de petites, moyennes entreprises qui vont favoriser l'emploi. C'est enfin le bien-être, le cadre de vie. Vous savez, nous voulons des villes, des villages propres. Nous voulons que la verdure soit partout. Il faut reboiser tout le Sénégal. Il faut que dans les villages, les villes, qu'on ait des bibliothèques, qu'on puisse avoir des centres culturels, qu'on ait des stades, qu'on ait des terrains de tennis, qu'on ait des bassins pour se baigner, etc. Que l'on ait un environnement propice aux études, au travail et au repos. Que le Sénégalais puisse rester dans son village parce qu'il y trouve le cinéma, le théâtre, parce qu'il y trouve aussi un environnement attrayant, un environnement vert et favorable. Voilà un peu les 4 principes, les 4 axes de la politique que nous proposons au Sénégal. Ces axes, il faut y ajouter le numérique, parce que nous voulons que le Sénégal soit le premier pays numérique d'Afrique. Et cela va évidemment créer chez les Sénégalais une culture de défi, une culture d'être ambitieux, de vouloir être comme les autres à travers le monde. Et cela manque à l'Afrique. Nous voulons des Sénégalais à qui rien n'est impossible, que tous les rêves deviennent possibles. Marie-Toniane, si vous arrivez au 2e tour à la prochaine élection présidentielle, comment allez-vous vous organiser? Évidemment, c'est ce que nous souhaitons. Et lorsque nous y serons, si Dieu le veut,
nous appellerons encore les Sénégalaises et les Sénégalais à l'unité autour de notre candidature. Nous les appellerons à leur dire: vous avez une opportunité extraordinaire. Parce que depuis 1960, nous n'avons eu jamais la possibilité de voter pour un président qui met en avant la connaissance, la science, la technologie, l'innovation, qui responsabilise les citoyennes et les citoyens et qui fixe le destin de nos pays au niveau des ambitions des grands pays. Donnons-nous la main, quelles que soient nos opinions politiques, quelles que soient nos appartenances ethniques et culturelles, quelles que soient nos appartenances religieuses ou confrériques. Pour une fois, unissons-nous autour du professeur Mary Teuw Niane pour qu'on puisse construire ce Sénégal nouveau et que nous puissions définitivement tourner la page de la pauvreté matérielle et de la pauvreté intellectuelle. Soyons ce qu'ont été les peuples africains de l'Empire du Mali, de l'Empire du Ghana, de l'Empire du Sorail, de l'Empire du Jolof, du Kayor, du Waalo, de tous ces grands hommes qui ont forgé notre Sénégambie, que ce soit El Hadj Oumar Foutiyou Tall, que ce soit Alboury Ndiaye, que ce soit Maba Diakhou, que ce soit Cheikh Ahmadou Bamba, que ce soit El Hadj Malick, que ce soit Aline Sitoé, que ce soit tous les hommes religieux, musulmans et chrétiens, que ce soit les hommes politiques, faisons leur honneur en portant unis un autre Sénégal. Ce Sénégal pour lequel je serai heureux d'ouvrir les portes. Merci Mary Teuw Niane d'avoir été notre invité dans notre émission Politics. Je rappelle que Monsieur Mary Teuw Niane est candidat à la prochaine élection présidentielle en 2024. Merci.